Photographique. Et je te remercie Bertrand, entre tes deux voyages internationaux, d'être présent aujourd'hui et d'avoir pris le temps de préparer cette carte blanche. Merci Bertrand. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je veux d'abord remercier Marie-Angélique Langui et le comité scientifique de m'avoir invité à faire cette présentation. Je me réjouis de cette occasion qui me permet de revoir quelques visages familiers et d'en connaître de nouveaux au ministère de la Culture. Je crois que j'ai été, en 1983, le premier ingénieur recruté par le ministère de la Culture pour faire des recherches sur la conservation du patrimoine photographique. J'ai été reçu à l'époque rue de Valois, à 2 pas d'ici, par un administrateur civil, Jack Meurice. C'était la grande époque des Jack au ministère de la Culture, et on a eu une conversation très cordiale, et quand je lui signalais qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que nous avions peut-être un peu de retard en matière de recherche sur la préservation des biens culturels par rapport aux États-Unis, il m'a répondu d'un air désabusé: oui, certes, mais eux, ils n'ont pas de cathédrale gothique à conserver. Alors je dois dire qu'au cours de ces 40 années passées, le ministère a montré que l'on peut s'investir à la fois dans la préservation des cathédrales gothiques et celle du patrimoine photographique. Cette réunion et votre présence aujourd'hui en attestent. Marie-Angélique m'a donné carte blanche, c'est un grand privilège. J'aurais pu reprendre à mon compte une confidence de Gaël de Guichin qui m'avait dit: quand j'avais 30 ans, j'avais des choses à dire, mais personne ne voulait les entendre. Maintenant que je n'ai plus rien à dire, j'ai carte blanche dans tous les congrès sur la conservation du patrimoine. Donc je n'ai sans doute plus grand-chose à vous dire sur la matérialité des photographies. Marie-Angélique et Céline sont là pour le faire et je m'en réjouis. Pour ma part, je me suis orienté vers la question d'éco-conservation ou du développement durable en matière de préservation des biens culturels. Je travaille sur des méthodes alternatives de conservation pour se passer de la climatisation avec des armoires sèches ou avec des adsorbants, afin d'améliorer la qualité de l'air et d'accroître l'espérance de vie des supports photographiques en acétate de cellulose. Ce travail fait l'objet d'un doctorat qui sera présenté au mois de décembre cette année. Je vous invite tous à venir écouter la soutenance de notre doctorant. Donc c'est une innovation prometteuse qui pourra certainement être étendue aux supports nitrates dans l'avenir. J'ai donc réfléchi à un sujet qui puisse vous intéresser et je me propose de vous présenter aujourd'hui une étude sur le rôle de l'encadrement, étude que j'ai intitulée Carte blanche et cadre noir, pour évoquer cet impact du mode d'encadrement sur la préservation des documents. C'est-à-dire quelles sont les relations entre le climat extérieur et le climat à l'intérieur du cadre en fonction du type de montage et des matériaux introduits. L'objectif étant, pour les photographies encadrées, comme pour nous d'ailleurs, de bien vieillir dans un beau cadre. Ce travail, il a débuté par une collaboration avec Bertrand Sainte-Marthe et l'atelier de restauration des archives nationales, et également Jérôme Politi, responsable de l'atelier d'encadrement de ces archives. Il se trouve que ce sujet sur l'impact de la technique de l'encadrement a éveillé l'intérêt de Bruno Le Namouric et Stéphanie Le Damoiselle à l'atelier de restauration de photographie de la ville de Paris. Ils avaient constaté qu'un tirage sur papier albuminé exposé pendant quelques mois présentait des déformations persistantes alors que les autres tirages de l'exposition, encadrés d'une manière différente, étaient restés plans. Alors j'y reviendrai à la fin de ma présentation. On a donc travaillé avec plusieurs types d'encadrement préparés par l'atelier des archives
et qui sont habituellement appliqués pour des expositions temporaires. Alors ce sont des montages sous verre qui peuvent être sertis par un ruban adhésif en aluminium et peuvent être ou non protégés au dos par un pare-vapeur, une feuille imperméable à l'humidité comme une feuille de polyester. Le premier montage a été conçu pour être le plus étanche possible à l'humidité en isolant le dos avec une feuille de Marvel Seal et les bords avec un ruban en aluminium 3M 425. Puis ce dos protecteur a été conservé, mais le ruban d'aluminium a été remplacé par un ruban adhésif en papier du Filmoplast P90 pour nous permettre d'appréhender la pénétration de l'humidité à travers ce sertissage. Et sur le troisième encadrement, il n'y a plus aucun ruban, mais le dos est toujours isolé. Et nous sommes passés ainsi d'un bordage complètement étanche à l'humidité avec le ruban d'aluminium à aucune protection des bords, juste des pinces qui maintiennent l'encadrement. Enfin, à titre de comparaison, un dernier montage a été préparé de manière simple, sans dos isolant, avec du Filmoplast P90 sur les bords. Tous les cartons introduits avaient été préconditionnés dans l'atelier des archives où l'humidité relative était d'environ 40%. Nous avons introduit dans chaque cadre des hygroboutons, ce sont des data loggers qui permettent d'enregistrer la température et l'humidité toutes les heures. Puis ces 4 cadres ont été laissés dans mon bureau, adossés à un mur extérieur du mois d'août au mois de décembre pendant mon séjour à l'Université de New York. À mon retour à Paris au mois de janvier, j'ai pu relever et comparer les données climatiques dans les divers montages. Alors, comme vous pouvez le constater, les variations de température dans la pièce sont importantes, 35 degrés à 15 degrés. Notre laboratoire, le CRC, a été construit dans les années 70 avec du béton, sans aucune isolation thermique, ce sont des fameuses passoires thermiques, et en été il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc la température dans les cadres a suivi celle de la pièce, quel que soit le montage. De légères différences apparaissent à partir du mois de novembre, lorsque le chauffage du bâtiment est mis en route. Ces écarts, ils sont dus à la position des cadres par rapport au radiateur, certains endroits étant plus chauds ou plus froids que d'autres. Alors qu'en est-il maintenant de l'humidité? Pendant ces quelques mois, l'humidité relative dans la pièce a varié de 23% à 80% en fonction des conditions météorologiques extérieures. L'humidité à l'intérieur des cadres et d'un montage simple, c'est-à-dire un dos en carton et un bordage avec du Filmoplast P90, un ruban papier, suit les variations d'humidité dans la pièce. Le bénéfice de ce montage est limité. Néanmoins, on voit qu'il lisse les variations externes en écrêtant les pics d'humidité ou de sécheresse et il retarde de plusieurs heures la pénétration de l'humidité. Lorsque nous ajoutons au dos du montage une protection par vapeur étanche, soit un film de Marvel Seal, soit une plaque de verre, on remarque une légère amélioration. Les variations d'humidité dans le cadre sont un peu plus lissées, mais elles suivent néanmoins fidèlement les variations extérieures. En conclusion, dans ces montages, l'humidité ambiante de la pièce se diffuse rapidement soit par le dos du cadre, mais également par les bords lorsqu'ils ne sont pas fermés de façon étanche. Ainsi, toute fluctuation d'humidité dans la pièce se répercute à l'intérieur du cadre. En revanche, si le cadre est scellé avec un dos par vapeur et un ruban d'aluminium sur le pourtour, l'humidité dans le cadre est bien stabilisée. On voit
cette ligne quasi horizontale entre 40 et 45% d'humidité relative. Vous remarquez que cette courbe en particulier présente des petites oscillations régulières, des augmentations et des baisses cycliques d'humidité relative. Elles sont dues aux variations de température entre le jour et la nuit. En effet, lorsque la température diminue la nuit, les cartons de montage peuvent absorber plus d'eau. Et cette eau, ils vont la réémettre sous forme de vapeur lorsque la température augmente dans la journée. Ces premiers résultats démontrent l'efficacité d'un montage étanche à l'humidité et le rôle des matériaux hygroscopiques comme les cartons qui ont ici stabilisé l'humidité à 40%. Nous avons voulu voir si l'on pouvait aisément imposer une humidité spécifique dans le cadre. Donc une série de 5 cadres hermétiques a été réalisée avec un verre à l'avant et un verre à l'arrière et un sertissage avec le ruban d'aluminium. Les cartons de montage utilisés ont été préconditionnés dans des enceintes climatiques à diverses humidités relatives, à 0%, 30% et 60%, juste pendant quelques heures avant de les utiliser dans leur montage respectif. Pour les cartons préconditionnés à 30 et à 60% d'humidité relative, un montage supplémentaire a été réalisé en rajoutant cette fois une feuille d'Hartsorb. Alors ces feuilles d'Hartsorb sont constituées d'un matelas de fibres synthétiques renfermant du gel de silice, offrant ainsi une plus grande aptitude à stabiliser l'humidité relative. Elles ont été préconditionnées dans les enceintes climatiques en même temps que les cartons de montage, soit à 30%, soit à 60% d'humidité relative. Ces 5 encadrements ont été ensuite laissés dans mon bureau. Et après un mois, les données thermohygrométriques ont été relevées. Dans la pièce, la température a fluctué entre 14 et 23 degrés et l'humidité relative entre 25% et 60%. Là encore, dans tous les cadres, l'humidité est restée très stable. Lorsque les cartons de montage ont été préconditionnés à 60%, l'humidité est stabilisée dans le cadre aux alentours de 50%. Pour les montages avec des cartons préconditionnés à 30%, l'humidité se maintient aux alentours de 35%. Quant au carton desséché, il permet de maintenir une humidité relative inférieure à 5%. Il convient là de noter une lente augmentation d'environ 2% entre le début de l'expérience et la fin de l'expérience, qui est sans doute due à des infiltrations par des micro-perforations dans le ruban d'aluminium. On voit donc ici le bénéfice du préconditionnement des matériaux de montage qui, malgré des variations thermohygrométriques dans la pièce, permettent de maintenir un document à une humidité spécifique à l'intérieur du cadre. L'utilisation de l'Hartsorb stabilise l'hygrométrie dans les cadres à un niveau d'environ 5% supérieur par rapport à celle constatée avec des cartons seuls. Donc sur cette courte période de test, nous n'avons pas vu de bénéfice à utiliser de l'Hartsorb dans les montages comme agent tampon de l'humidité. Le carton a été suffisant pour jouer ce rôle de matériau tampon. Ces quelques résultats empiriques confirment l'intérêt de réaliser des montages fermés de façon hermétique. Si de tels encadrements ne protègent pas, nous l'avons vu, des variations de température, ils peuvent assurer une excellente stabilité de l'hygrométrie interne et en particulier en préconditionnant les cartons, on peut assurer ainsi pendant plusieurs mois des conditions spécifiques d'humidité, sèche ou modérée, à l'intérieur des cadres. Nous avions déjà noté le rôle des matériaux lors du stockage confiné. L'étude des boîtes de films cinématographiques conservées au CNC à Bois d'Arcy
montrait clairement que l'humidité dans la boîte était imposée par la teneur en eau des films et non par l'humidité de la pièce. Voilà donc un système passif de conservation apte à créer un environnement bénéfique. Un point sur lequel il convient de revenir est celui de la température. En effet, au cours de ces derniers tests, la température du local n'est jamais montée au-delà de 23 degrés. Que se passerait-il dans ces montages si la température augmentait significativement avec des cartons très chargés en humidité? Nous avons vu que lorsque la température change entre le jour et la nuit, les cartons absorbent ou désorbent de l'eau. Donc une augmentation de température peut conduire à un excès d'humidité si les cartons sont très chargés en eau. C'est ce que j'ai pu constater ici dans la vitrine d'un photographe à Valence à l'heure où un rayon de soleil réchauffait le cadre. Et sous l'effet de la chaleur, les matériaux hygroscopiques, le carton, le papier, la photographie, ont libéré de la vapeur d'eau et on a atteint le point de rosée. Des gouttelettes se sont formées à l'intérieur de la vitre. Alors cela devient un problème car le tirage peut se déformer, la gélatine se ramollit, elle peut même venir se coller à la vitre et il y a potentiellement un risque de développement de moisissure. Dans vos activités, vous avez dû être confronté à ce genre d'accident, le décollement de la couche image de la photographie du verre est particulièrement délicat, voire impossible. Aussi, pour l'éviter, il apparaît souhaitable de préconditionner les cartons plutôt dans une fourchette basse, entre 35 et 40% d'humidité relative, plutôt qu'à 60%. Mais là encore, cela dépend du type de photographie et des risques associés. Dans la première partie que je viens de vous présenter, nous nous sommes focalisés sur les relations climat intérieur et climat extérieur. Mais il m'a paru intéressant de voir si l'on pouvait mieux cerner le comportement de la photographie elle-même, en particulier lorsque son environnement climatique est modifié. Quel est son comportement mécanique? Dans quelle mesure elle se déforme? Aujourd'hui, l'imagerie numérique nous permet de suivre de façon précise les modifications des objets grâce à ce que l'on nomme la corrélation d'images numériques. Ce principe, vous l'appliquez régulièrement avec le fameux avant-après qui revient à comparer, à corréler mentalement des images afin d'évaluer, de repérer ce qui a changé. Eh bien, l'ordinateur peut le faire automatiquement sur des images et de surcroît, il peut analyser une série d'images successives d'un sujet. En quelque sorte, c'est de la time-lapse photographie qui permet de suivre étape par étape les modifications d'un sujet et lorsque le système est étalonné, il devient possible de quantifier les transformations de l'objet au cours du temps. Le logiciel de corrélation d'images numériques se charge de mesurer, de caractériser les modifications d'une photo à l'autre. Alors pour cela, il va diviser l'image en petits carrés, des imagettes d'une vingtaine de pixels, et sur chacune de ces imagettes, le logiciel suit les transformations, les déplacements que subit un motif. Le motif peut juste se déplacer, mais il peut également s'étirer, se déformer. Et on obtient ainsi un vecteur de déplacement et de déformation du motif considéré. Alors cette opération est répétée automatiquement pour toutes les imagettes qui constituent la zone étudiée et on obtient une visualisation du champ de déformation de l'objet considéré d'une image à l'autre. Il y a bien sûr une condition sine qua non. Il doit y avoir des motifs, une texture sur l'objet pour que le logiciel trouve des repères afin de suivre
les modifications. Si la surface est parfaitement uniforme, il n'y aura pas de motif à comparer d'une image à l'autre. Certains matériaux ou objets s'y prêtent mieux que d'autres, comme une tapisserie, une peinture pointilliste, car tout motif assez fin et aléatoire sera directement exploitable par le logiciel de corrélation d'images numériques. Il n'est pas surprenant donc de trouver des publications sur l'étude par corrélation d'images numériques de déformations subies par des tapisseries anciennes, en fonction du mode d'accrochage par exemple. Alors cette technique a été aussi appliquée à la peinture de chevalet. Un simple appareil photographique numérique suffit si l'on veut suivre les déplacements dans le plan de l'objet. En revanche, si l'on veut suivre les modifications dans l'espace hors du plan, il faudra faire de la stéréophotographie en utilisant deux appareils photographiques légèrement désaxés pour la prise de vue. L'avantage de cette technique est qu'elle est sans contact et multi-échelle. On peut l'appliquer à toute taille d'objet. On peut suivre des modifications sur des fractions de secondes, au cours d'une journée, au cours de semaines ou pendant une année, avec une précision inférieure à 0,01 pixel. Ici, les chercheurs suivent les déformations d'un mur de soutènement. La surface étudiée mesure 20 par 30 mètres. Là, c'est l'étude par la NASA du comportement d'un fuselage de 8 mètres de diamètre. Et vous noterez les motifs qui ont été portés sur le fuselage pour faire cette corrélation d'images numériques. Donc cette technique connaît de multiples applications en sciences des matériaux, en ingénierie et pour le patrimoine culturel afin de suivre les transformations des objets sous contrainte. Une contrainte qui peut être une contrainte climatique mais également une contrainte mécanique. Je l'ai donc testé au laboratoire sur divers objets en faisant varier l'humidité relative. Ici par exemple sur un violon, les photographies ont été analysées par le logiciel de corrélation d'images numériques et les modifications ont été représentées par des bâtonnets dont la direction et l'amplitude nous renseignent sur les déplacements de la surface de l'objet en fonction de l'humidité ambiante. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la photographie, j'ai suivi toutes les minutes un négatif sur plaque de verre de 9 par 12 cm alors que l'humidité relative passait de 85% à 25%. Les quelques centaines d'images obtenues ont été corrélées numériquement et l'on voit que lorsque l'humidité relative diminue, la plaque se déforme progressivement. Le séchage de la couche de gélatine induit une traction suffisamment importante pour que les bords de la plaque de verre se relèvent de quelques dizaines de microns par rapport au centre. Alors, de tels déplacements sont imperceptibles à l'œil nu, mais ils peuvent parfois expliquer des décollements de la couche image induits par des tensions et des cisaillements répétés dus aux variations hygrométriques. Cette technique de corrélation d'images numériques a été appliquée pour comprendre l'origine des déformations subies par un tirage albuminé, encadré, dans un montage évidé et qui avait été serti avec du filmoplast. Ce type de ruban adhésif, comme nous l'avons vu, a laissé passer l'humidité à l'intérieur du cadre, mais pourquoi une telle déformation s'est-elle produite et pourquoi a-t-elle perduré? Nous avons alors reproduit ce type de montage avec un tirage sur papier albuminé, monté de façon similaire en cuvette avec des charnières en papier japon. Nous l'avons soumis à une augmentation progressive d'humidité de 40 à 90%, puis retour à 40% d'humidité relative. La corrélation d'images numériques nous a permis de visualiser les déformations du tirage dans le plan et hors du plan. Et nous avons observé exactement la même typologie de déformation que celle qui avait été constatée sur le tirage exposé.
Ces données de corrélation numérique nous ont permis de mesurer et de comparer l'hygroexpansion du papier japonais et celle du tirage sur papier albuminé. Nous voyons que le papier albuminé s'allonge presque 2 fois plus que la charnière en papier japon lorsque l'humidité augmente, en particulier dans le sens travers du papier. On a une dilatation de 1,2% contre 0,6% pour le papier japon. Donc cette différence d'hygroexpansion, d'expansion des papiers, est à l'origine des ondulations qui sont apparues sur le papier albuminé. Et cette déformation a persisté lorsque l'humidité est revenue à la normale en raison de l'hystérésie des fibres cellulosiques. En appliquant la même technique, nous avons étudié l'effet de la température sur les tirages. Nous les avons pris en sandwich entre 2 plaques de verre que nous avons bordées avec le ruban adhésif en aluminium. Il n'y avait pas d'espace libre dans le but d'éviter les interactions avec la vapeur d'eau contenue dans l'air. Donc l'ensemble a été réchauffé à l'aide d'un flux d'air chaud puis laissé à refroidir. Des photographies ont été faites toutes les 1 ou 2 secondes. La corrélation d'images numériques nous a permis de mesurer les variations dimensionnelles du tirage avec la température. La ligne verte du graphique représente la température et la ligne bleue représente l'expansion du tirage dans le sens travers de la feuille. Et on voit que lorsque la température augmente, le tirage se dilate et lorsqu'elle diminue, il se contracte. La grille rouge dans la partie supérieure représente la déformation dans l'espace. Ces expériences ont été reproduites en comparant le comportement d'un tirage sur papier baryté et celui d'un papier albuminé. La rétraction due à la température est 2 fois plus importante sur le papier albuminé que sur le papier baryté. Alors je dois dire, je ne m'attendais pas à voir un papier se contracter de manière significative lorsque la température diminuait. Cet effet de la température peut être important à connaître, en particulier lors du stockage de grands formats en chambre froide. En conclusion, et pour résumer, ces expériences montrent l'efficacité d'un cadre scellé préconditionné pour protéger les photographies dans un environnement hygrométrique instable ou excessif. Il faudra bien sûr être attentif de ne pas encapsuler ainsi des matériaux qui émettent des composés acides délétères pour les images. Nous avons également mis en évidence l'effet de la température sur la déformation des tirages, c'est-à-dire leur allongement ou leur rétraction. Nos prochains tests viseront à étendre ces observations à d'autres types de supports photographiques, en particulier des papiers plastifiés ou des supports en polyester comme ceux utilisés avec certains tirages Cibachrome, qu'ils soient montés ou non sous passe-partout. Voilà, merci de votre attention et je remercie nos collègues des Archives nationales et de l'ARCP qui ont largement contribué à cette étude.